à la faveur de tweets a priori pour faire des vues vu leur structure et la façon sporadique et éparse dont ils sont disséminés dans la TL d'un gars. Je fais cet audio pour préciser quelques points techniques, puisque le gars se présente comme un apostat, mais il a toutes les caractéristiques de quelqu'un qui pourrait être un infiltré, donc un apostat de l'islam. Alors évidemment, je parle en probabilité, après vous pouvez avoir des exceptions et des cas atypiques dans toutes les catégories, mais globalement, les propos qu'il tient sont souvent mensongers et souvent à l'opposé même de ce que disent en général les apostats de l'islam. Pourtant, je n'ai pas trop abordé le sujet de l'islam, si ce n'est que je vais un petit peu parler de l'islamo-gauchisme vite fait pour préciser les points que je vais développer. Vous avez en fait au cours du XXe siècle, enfin depuis en gros qu'on a un peu progressé, qu'on vit dans des mondes libres avec une liberté d'opinion entre guillemets, hein, parce qu'il y a encore des petites limites, mais entre guillemets bien garantie, bien comprise, pas comprise seulement sur le plan moral, mais aussi comprise comme non pas seulement comme un droit, hein, mais comme quelque chose qui est indispensable au bien, c'est-à-dire à la capacité des idées de se confronter les unes aux autres pour éviter des erreurs, pour faire progresser la science, pour éviter que des gens se trouvent à apprendre par cœur des théories bidons juste parce que c'est obligatoire et parce qu'il y a une sanction si jamais elle les nie. On a deux grandes tendances politiques, ça c'est un peu un dégât collatéral des démocraties, qui se sont affrontées, qu'on pourrait appeler la gauche économique et la droite économique, c'est des catégories très très globales. La gauche réclame des retours à des dictatures, soi-disant soft, en vue de compenser les inégalités qui ne proviennent pas de crimes. Par exemple, une inégalité économique, une inégalité de naissance, etc. Donc on doit à la gauche certaines avancées, certaines idées tout à fait correctes, comme certains constats, en tout cas tout à fait corrects, comme par exemple le fait que c'est pas parce que vous vivez dans un monde dont les règles sont entre guillemets parfaites en termes individuels, que vous êtes heureux et vous réussissez. Parce que si, à la naissance ou pour une autre raison, vous avez vécu dans un environnement défavorable, vous ne signerez pas les bons contrats et vous risquez d'être pauvre, voire clochard. De même, si vous êtes moche, a priori, c'est pas évident d'avoir la même vie que quelqu'un qui est beau. De même, si vous êtes une femme dans le monde de brut qui s'est construit, a priori, vous êtes très désavantagé, etc. etc. Mais la gauche économique a surtout argumenté en ce qui concerne les échanges entre les gens. C'est-à-dire qu'elle a dit que l'archétype, c'est on doit se mêler de la vie privée des gens. Par exemple, si quelqu'un signe un contrat comme quoi il accepte d'être payé 2 € par mois, on doit l'empêcher, même s'il est d'accord, parce qu'il sera exploité par celui qui lui propose ça. C'est mettre une idée morale, c'est introduire une idée morale dans les échanges entre les gens, et ça nécessite une planification. Alors, des calculs relativement accessibles, aux mathématiciens en tout cas, aux gens de tous les jours, permettent de prouver que ces idées socialistes, en termes économiques, échouent parce qu'il faudrait, pour que la planification fonctionne à peu près correctement, des ordinateurs totalement inaccessibles aujourd'hui, de la taille de la galaxie. Mais je vous invite à googler ce que veut vraiment dire la taille de la galaxie, parce que beaucoup de gens se font pas vraiment une idée correcte. Ils disent c'est grand, mais ils n'imaginent pas à quel point c'est grand. Bref, on est très très loin de pouvoir construire un monde communiste avec la planification adaptée. Comme c'est surtout des littéraires qui ont développé la gauche, ils s'en foutent, ils disent planification et disent l'intendance suivra, si vous voulez. Donc voilà, en ne se rendant pas compte que c'est du Jacques Faucon qui marche. Bref, la gauche est développée comme ça. Le libéralisme, c'est pas vraiment une idéologie, c'est un système qui corrige légèrement les lois de la nature en interdisant en gros la violence, c'est-à-dire la violence physique. Je résume, le libéralisme, c'est un système dans lequel dès lors que vous parlez, que vous signez, que vous mentez pas et que vous falsifiez pas les choses, l'État se mêle pas de vos relations. Voilà. L'État vous empêche de commettre des escroqueries, de braquer les gens avec la force physique. Pour le reste, il se mêle pas de vos vies et vous avez en aval de tout ça une reconnaissance de la propriété privée d'un certain nombre de choses. Mais le libéralisme garantit la liberté d'expression, en gros, toute liberté dès lors même que vous ne faites pas usage de la force physique et brutale et barbare pour vous imposer à autrui. Alors ça, c'est l'hyperlibéralisme, c'est l'ultralibéralisme, bien évidemment le socialisme. Et le dialogue entre le socialisme économique et le libéralisme économique ont conduit à ce que le libéralisme soit à 90% amendé. On vit dans des sociétés qui sont essentiellement socialistes, du fait que l'ultralibéralisme met sur le carreau une bonne moitié, voire 3/4 des gens. En amendant ça, je vais prendre un exemple, dans l'ultralibéralisme, au fond, vous pouvez embaucher des gens, s'ils acceptent d'être payés 2 € de l'heure, il n'y a rien qui sera illégal dès lors qu'ils acceptent, dès lors que vous ne les avez pas forcés. Mais le socialisme raconte la chose suivante à juste titre: l'environnement
va aider l'exploiteur à faire accepter la victime du contrat défavorable. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt de faim est capable d'accepter de signer un contrat à 3 euros. Donc vous avez un amendement socialiste au libéralisme qui a conduit à ce qu'il y ait le SMIC, à ce qu'il y ait un code du travail, à ce qu'il y ait tout un tas de choses. Mais ça reste des amendements locaux, c'est-à-dire que vous avez des lois, et après le libéralisme ne construit pas, il interdit. Le libéralisme, il demande aux gens, il rend obligatoire une certaine éthique, mais il ne construit pas. Le libéralisme n'apporte pas des solutions tombées du ciel ou élaborées. Il laisse le monde privé se débrouiller. Mais il espère qu'avec ces amendements socialistes, les gens vont avoir des meilleures vies et donc finalement que les choses vont s'améliorer. Voilà, on en est là et c'est le combat politique entre libéralisme et socialisme sur le plan économique. Il y a plusieurs problèmes. Premièrement, le socialisme, n'ayant pas d'argument, a été obligé, contrairement au libéralisme, qui est une notion assez franche, les gens adeptes du libéralisme n'ont pas besoin de tricher, il n'y a rien à cacher dans le libéralisme. Les socialistes ont donc dû inventer, eux, pour essayer de gratter des points en quelque sorte, ils ont dû inventer tout un tas de mensonges. Alors qu'est-ce que j'appelle mensonge? Premièrement, mentir sur la planification. Faire cacher que quand on dit tout est dans la planification, ça résout rien. C'est une phrase magique. Ça ne construit pas des maisons, ça ne vous fait pas arriver le chauffage chez vous, ça vous purifie pas l'eau, ça vous apporte pas du PQ ni à manger. Du point de vue du socialisme, tout ça c'est un banal problème de planification, etc., etc. Plus c'est inscrit dans le mensonge, plus il est monté en amont du langage pour escroquer les gens, le socialisme. C'est pas, je porte aucun jugement moral, je parle de mode opératoire. Il s'est mis, par exemple, les inégalités, il s'est mis à les appeler des injustices. Or, une inégalité c'est un malheur, mais qualifier ça d'injustice n'est pas a priori censé. Tout simplement, ça n'opère pas, ça sert à rien si ce n'est à mettre en accusation les gens qui ont de la chance en les accusant un peu d'être coupables. Voilà, il y a des inégalités, c'est vous le gagnant des inégalités, donc vous êtes coupable de quelque chose. Sauf que le problème c'est que dans les sociétés où on vit, il n'y a pas de privation. Ce ne sont pas les gens qui gagnent qui privent de ressources les gens qui sont pauvres ou qui perdent. Par exemple, vous ne pouvez pas redistribuer la beauté, vous ne pouvez pas redistribuer l'intelligence, enfin bref, vous ne pouvez pas redistribuer ce qui fait qu'une personne, elle gagne 10 000 euros par mois, elle a des diplômes, elle s'éclate dans la vie, alors qu'à côté, son voisin crève de faim. Alors il peut lui donner de la nourriture, mais dans le monde occidental, il n'y a pas de problème de famine, donc ça a été réglé avant. Donc après, il y a des dysfonctionnements, je dirais, difficiles pour des raisons de planification, mais une planification acceptée par le libéralisme. Vous pouvez avoir encore quelques personnes qui meurent de faim parce qu'elles ne se sont pas signalées ou parce que les services sont embourbés, etc. Mais globalement, le socialisme, il a essayé d'accuser de crimes les gens gagnant dans les inégalités et de victimes, les gens perdant dans les inégalités. Alors, sur le plan économique, c'était assez identifiable. On avait des systèmes démocratiques qui renouvelaient les gouvernements. Qui renouvellent, on les a toujours a priori, espérons, qui renouvellent les gouvernements tous les 5-6 ans. Donc, bon an, mal an, le système modifie les lois, on améliore, etc. Et puis vous avez le syndicalisme. Le syndicalisme qui est une chose très importante puisqu'il permet aux gens victimes, aux perdants des inégalités, si vous voulez, de se réunir pour devenir plus forts. Et donc de négocier en position plus de force face aux acheteurs ou face aux contractants avantagés. Par exemple, en plus du code du travail, un syndicat peut faire pression sur un patron. Alors il faut noter qu'un patron n'a pas forcément avantage à sous-payer ses employés. Il vaut mieux avoir des employés heureux que malheureux. Tout ça, ça a été gagné justement avec le progrès. Enfin bref. On assiste, alors avec l'invasion islamique de l'Occident, on assiste à une rupture d'éthique dans le discours. Donc tout ce que j'ai dit là, c'est le socialisme, et en même temps, ça repose beaucoup. Les seuls livres qui ont été écrits ne sont pas des livres socialistes. Il n'y a pas de théorie socialiste, il n'y a pas de thèse d'État présentant le socialisme. Le socialisme, c'est un slogan de tribune. La seule chose qui existe vraiment, ce sont des théories communistes. Donc là, il y a un problème qui, d'ailleurs, illustre le fait que le socialisme, la gauche, a sombré dans l'escroquerie et dans l'arnaque en vue de faire gagner son camp. C'est-à-dire qu'elle a dit, bon c'est bon, il y a les communistes, je résume, il y a les communistes qui ont écrit des livres, on ne va pas en écrire nous, on va faire de la communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez, en réalité, vous avez des carriéristes en politique qui se disent socialistes, mais qui n'ont comme point d'appui théorique et réfléchi que le communisme et le marxisme. Ensuite, la dérive, qui est beaucoup plus récente, qui est due à l'invasion islamique, a décidé que la fin justifiait les moyens, ce qui n'était pas le cas avant. La révolution prolétarienne se faisait avec les pauvres retenaient leur coup. Ils ne capturaient pas des gens pour les tuer et les torturer en disant on exige que les retraites augmentent ou on exige un changement dans le code du travail. C'est-à-dire que le marxisme était, dans la pronostic de Marx et l'appel de Marx à la révolution prolétarienne se faisait d'une manière éthique, avec des manifestations, des pressions syndicales, etc. C'était plus ou moins
morale. Enfin, en tout cas, il ne tuait pas des innocents pour gagner. L'invasion islamique a conduit à une rupture de ces digues, et donc les mouvements de gauche à aller plus loin dans l'escroquerie et à introduire, ce qu'ils ne faisaient pas avant, le terrorisme dans leur stratégie, c'est-à-dire dans la fin justifie les moyens. Ce terrorisme physique, qui consiste à attaquer physiquement et à tuer et à torturer pour faire peur les bourgeois ou le système, enfin peu importe, c'est accompagné d'une arnaque verbale qui n'est pas nouvelle, mais qui est une accentuation de l'ancienne arnaque, qui est dorénavant, pour encore plus accuser de crime les gagnants du système, nous allons les accuser d'être racistes. Le racisme, c'est un délit, c'est évident, c'est un délit et c'est normal que ce soit un délit. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, quand ils ont dit qu'une inégalité était une injustice, ils ont étendu cette idée aux inégalités qui ont une corrélation avec les origines ethniques des personnes, des perdants économiques. Ils ont dit, regardez, vous ne faites pas du mal qu'aux prolétaires, vous faites du mal, en termes économiques, hein, j'entends, vous faites du mal aux Noirs et aux Arabes, vous êtes donc racistes. De ce fait, ils ont augmenté, et ça c'est devenu un paradigme de la gauche qui est regrettable, au lieu d'argumenter, ils augmentent, ils intensifient cette stratégie qui consiste non pas à proposer des systèmes alternatifs, mais à dénoncer et à rendre, comment dire, à condamner en quelque sorte, en disant ils méritent la mort, ils sont tellement coupables, ils sont tellement criminels, tous les gagnants du système. On construit le fait qu'ils méritent la mort, et pour ça, on les accuse de tous les maux, et l'accusation de racisme est devenue ce qu'il y a 30 ans, on appelait coupable de commettre des injustices. Voilà. C'est un peu le bourgeois, la personne qui a réussi dans la vie, la personne qui est belle, la personne qui est riche, la personne qui a des diplômes, peu importe. C'est une catégorie qui est plus ou moins floue à définir, mais assez claire pour tout le monde comprend ce qu'on dit. Eh bien, il est devenu... avant, il était coupable de commettre des injustices, d'être égoïste, d'être un patron exploiteur, d'être ceci, d'être cela, mais c'était économique. Il est aujourd'hui accusé de racisme. Et il doit être, selon ce paradigme d'intensification de l'arnaque, éliminé. Voilà. Mais c'est le même mouvement. C'est ce dérèglement de la gauche qui consiste à réunir toutes les forces possibles, et donc celle-ci en est une, pour détruire les gagnants, en les accusant en quelque sorte de crime. Voilà, donc on a ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un, par exemple, c'est classique, hein, qu'un arabe, un noir ait 2 ou 3 fois moins de chances d'être recruté quand il envoie un CV, c'est une inégalité. Certains iront jusqu'à dire c'est injuste. Mais maintenant la gauche va dire c'est du racisme. C'est-à-dire que autrefois, quelqu'un qui est moche par exemple, et qu'on voit un CV, il aura 10 fois moins de chances d'être recruté sur certains emplois, mais autrefois, la gauche aurait dit il n'a pas de chance, c'est une injustice, parce qu'il a les compétences, mais avec la tête qu'il a sur la photo, évidemment le CV sera refusé, mais le discriminant, enfin l'employeur, l'entité qui refuse, ne pouvait pas être qualifié de raciste, parce que c'était pas les notions de snobisme, de mépris de classe, etc., ne s'étaient pas développées parce qu'on avait finalement un socialisme qui respectait une certaine éthique et qui savait que c'est par des lois qu'on change les choses, et que voilà, vous n'allez pas aller accuser de crime quelqu'un qui dit j'ai 2 CV à compétences égales pour un boulot, je sais pas moi, pour recruter une directrice des ventes dans un petit magasin, enfin un magasin, pas un supermarché, mais dans un petit magasin où vous êtes en contact continuel avec les clients, il prend celle qui est belle. Bon, la gauche, voilà, c'est pas. Aujourd'hui, il a un arabe et un suédois, disons, la gauche va dire que c'est du racisme. C'est exactement la même démarche. C'est-à-dire, il prend la personne qu'il préfère vis-à-vis de ce qu'il pense que les clients. Bon, parce que lui, il sera pas en contact. Hein. Le recruteur, il sera pas en contact, mais il veut mettre un suédois devant ses clients plutôt qu'un algérien, par exemple. Là, la gauche va hurler au racisme. Voilà. Donc, on a de manière illégitime, on a une importation de l'antiracisme dans la dialectique qui faisait s'affronter le libéralisme et le socialisme sur le plan économique. De ce fait, tout devient guerre. Parce que, autrefois on avait une révolution prolétarienne, aujourd'hui on a une révolution, entre guillemets, hein, c'est-à-dire des appels à la révolution, parce que c'est pas des révolutions, c'est des combats, des appels à la révolution, mais on pourrait les qualifier de révolution antiraciste. Maintenant, l'intrusion de l'islam, qui lui capture ce bord-là, rend les choses très très difficiles à résoudre, puisque vous n'avez pas aujourd'hui de gens ces classes qui revendiquent, ces classes sociologiques qui revendiquent, c'est très difficile de les empêcher de se tromper et de ne pas tomber dans le piège, parce que elles écoutent d'abord l'islam en grande majorité,
l'islam qui dit qu'il faut faire le djihad, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le bourgeois, le gagnant dans le système, le gagnant dans le libéralisme, celui qui s'en sort, qui a une maison, est condamné à mort par l'islam en tant que mécréant. Et donc ça s'allie dans ce processus. Il y a une alliance qu'on appelle l'alliance islamo-gauchiste, qui transforme ce qu'autrefois était la grève pour les grèves syndicales destinées à augmenter la retraite, le SMIC, à changer le code du travail, sont devenus des mouvements djihadistes, enfin qui tendent et qui évoluent vers le djihadisme meurtrier et le terrorisme. Donc voilà. Et cette arnaque antiraciste, c'est en soi, si l'islam n'existait pas, elle pourrait éventuellement exister, mais elle serait facile, le dialogue serait facile. Vous auriez des gens qui montrent que non en disant eh oh, la planification c'est pas facile. Voilà, apportez-nous l'ordinateur qui fait le travail de planification correctement, on en discute. Et avec l'islam, on ne peut pas en discuter. Voilà. On n'est pas du tout au niveau de subtilité qui permet la discussion. Et par ailleurs, les digues ont sauté, puisque comme c'est souvent rappelé, documenté, l'islam non seulement autorise, mais même ordonne d'exécuter, en les torturant en public d'après le verset 857, il ordonne l'exécution de tous les ennemis, c'est-à-dire les mécréants, dans ceux qui refusent l'islam. Donc plus personne s'y retrouve, c'est la guerre quoi. Mais voilà, je voulais expliquer surtout comment la gauche s'était inscrite dans cette escroquerie, et la principale cause c'était qu'elle n'a pas de traité. Les seuls traités sont le Marx et le manifeste du Parti communiste, et toutes les nuances, tous les bouquins qui ont été écrits décrivant ce que serait un monde communiste, avec systématiquement ça, il n'y a aucune exception, il n'y a aucun livre qui ne fait exception. Quand ils vantent le communisme, c'est la planification, c'est en bas de page, en mode de bas de page. Évidemment, il faudra planifier pour obtenir ça. C'est-à-dire que le principal, ce qui devrait occuper 99,9% du livre, occupe une ligne une fois toutes les 50 pages. Un rappel de temps à autre. Ah oui, n'oublions pas que ceci n'est possible que sous une planification. Voilà, pour documenter le titre, j'ajoute pourquoi le nazisme et le marxisme c'est la même chose, avec une version comme Hendaye et Irun, ces deux villes qui se touchent, mais l'une est en Espagne, l'autre est en France. Le marxisme n'est pas vraiment une maladie, on peut pas, voilà, il n'a pas les critères, le nazisme en est une. La seule différence entre les deux théories, une fois que vous faites la synthèse, que vous analysez tout, que vous évacuez la chantilly ou le blabla, c'est la même théorie, mais le nazisme, qui s'appelait d'ailleurs national-socialisme, remplace des catégories abstraites. Aujourd'hui, les marxistes s'appelleraient bourgeois, les gagnants du système, et avec le décolonialisme qu'ils appellent les blancs, carrément maintenant, c'est par les juifs. Voilà, c'est la seule différence. Sauf que l'alimentation du nazisme est pathologique, parce qu'elle récupère en tant que théorie le marxisme, mais elle le récupère pour des raisons pulsionnelles idéologiques, religieuses et complotistes. Essentiellement, le nazisme, c'est une partie de l'islam qui a été un peu rendue autonome par Hitler. Et c'est les motivations qui font que c'est une pathologie, et le remplacement d'une catégorie abstraite et mouvante par un peuple, par des gens, par un état civil, si vous voulez. Voilà, mais sinon c'est pas une. Voilà, c'est comme Hendaye et Irun. Hendaye est en France, on va dire que c'est. La maladie est en France, je vais être un peu poli. On va dire qu'Hendaye est en zone pathologie, c'est le nazisme, et puis Irun est en zone espagnole. On pourra dire que c'est des théories qui ne marchent pas, des théories dangereuses, mais les marxistes, les tenants du marxisme ne sont pas des malades. C'est un autre problème. Ou alors c'est une maladie cognitive. Mais dans ce cas-là, tout devient maladie cognitive. C'est à chaque fois que des gens font une erreur, on considère que c'est une maladie. Mais c'est pas une maladie complotiste, c'est mystique. Le nazisme est mystique, il ne reconnaît pas la nature humaine d'une grande partie des êtres humains, exactement comme l'islam. Bon, l'islam par définition c'est une religion, donc c'est mystique. Le nazisme a récupéré dans l'islam l'idée que certains êtres humains seraient en fait des extraterrestres ou des démons déguisés. Voilà. Comme dans les visiteurs, ou comme dans les envahisseurs avec David Vincent, série qui passait à la télé il y a une 50aine d'années, si je ne me trompe pas. Nazisme et islam utilisent ce paradigme concernant les juifs, ce qui est évidemment pas le cas du marxisme, qui reconnaît le statut d'être humain et d'être vivant à tous les êtres humains, mais qui dit que pour des raisons pragmatiques, il faut éliminer tous les gens pas marxistes, parce que sinon on n'arrive pas à installer un système marxiste. Alors d'une certaine manière, le marxisme en termes de conséquences froides fait plus de morts, parce qu'il élimine tout le monde. Staline a fait beaucoup plus de dégâts qu'Hitler en termes de nombre de morts, mais les théories sur lesquelles il s'appuie sont moins pathologiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mysticisme complotiste et religieux derrière. Mais pour autant, il a exterminé des pays et des zones entières, on ne le sait pas trop, c'est pas très... de l'URSS, il a provoqué famine volontaire, et il a fait mourir des millions de gens de faim et de froid en vue de maintenir le communisme au pouvoir. Voilà.